On a eu une superbe pause normative mise en place par le Premier ministre qui n'a valu que pour 1 mois et demi, donc on peut se féliciter de ce record de performance. Ceci dit, on est dans une aberration par rapport à la mise en place du plan Éco-Phyto 2002 qui est franchement inatteignable pour moins 50% de phyto à horizon 2020. Plusieurs raisons ou plusieurs facteurs qui nous interpellent. Le premier, la redevance de pollution diffuse, qui pèse environ 5% de l'enveloppe des phytosanitaires sur une exploitation, soit pour 150 hectares, environ 1 500 €. Qu'on fasse des efforts pour appliquer moins de produits phytosanitaires, diminuer les volumes d'application, on est tout à fait d'accord, d'ailleurs on est les premiers utilisateurs à le faire. Sur cet aspect de la redevance, qui représente environ 5% pour les exploitations agricoles, on peut chiffrer globalement pour une exploitation de 150 hectares un volume financier de 1 500 € qui passe dans cette redevance de pollution diffuse. Cette redevance est fléchée sur les agences de bassin qui, normalement, devraient nous accompagner pour diminuer l'utilisation. On s'aperçoit qu'au final, hormis la mise en place du certificato, acquis maintenant pour l'ensemble des agriculteurs, on se demande si tout compte fait, ce financement ne sert pas plus à du fonctionnement qu'à autre chose. Un des points qui nous semble important sur le fléchage de cet argent issu des redevances pollution diffuse est une orientation sur l'amélioration végétale, tant sur les grandes cultures en céréales pour amener des gènes de résistance aux maladies notamment, mais sur une autre culture, ou du moins d'autres cultures que sont les protéagineux, alors, qui sont fortement intéressantes, parce que ça permet de diversifier la palette dans l'assolement de l'agriculteur, qui permet de travailler différents aspects en termes de rotation. Et si aujourd'hui les protéagineux n'arrivent pas à démarrer franchement dans l'assolement des agriculteurs, c'est qu'en fait, là, il n'y a plus de recherche, ou très peu de recherche sur ces plantes-là. Et on n'a pas besoin, au final, ce n'est pas de l'accompagnement financier directement à l'hectare que l'on a besoin, c'est de l'amélioration franche des plantes pour s'affranchir de problèmes phytosanitaires, de maladies de racines, ou du moins d'amélioration de productivité. Là, il y a une réelle attente. Une autre piste qui serait intéressante pour diminuer, vous accompagner dans la diminution de l'application de produits phytosanitaires, c'est tout ce qui tourne autour de l'agriculture de précision. On se rend compte que à chaque fois que l'on avance dans l'amélioration du matériel d'application, on diminue les volumes épandus, soit en diminuant la taille des recroisements notamment, ou du moins dans tout ce qui nous permet d'être très précis dans les passages dans les parcelles. Et là, il y a besoin d'accompagner les constructeurs, en premier temps, et aussi de nous aider dans l'investissement pour aller sur ces techniques-là. Donc je pense que la somme des efforts réalisés au travers de ces deux axes-là serait bien plus porteuse en matière d'avenir que des accompagnements par des techniciens de rivière ou autres. Alors un autre aspect des phytosanitaires tourne autour des autorisations de mise en marché. La manière dont la France gère ce dossier-là se gère pas de la même manière qu'en Allemagne, par exemple. Si on prend les cultures mineures, notamment des porte-graines ou des cultures qui représentent peu de surface, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est face à des impasses techniques, tant sur le désherbage que sur la protection contre les maladies ou les insectes, parce que les firmes aujourd'hui n'osent plus déposer des dossiers d'homologation de ces produits-là pour des usages relativement faibles en hectare, mais très coûteux dans les dossiers. Donc ce sont de réelles impasses sur lesquelles on va buter dans peu de temps. Une autre problématique des produits phytosanitaires est le retrait à terme d'un certain nombre de molécules herbicides, notamment des urées substituées que l'on utilise à l'automne pour le désherbage des blés tendres. Et au final, on s'aperçoit que d'ici 2-3 ans, on risque d'avoir simplement 4 molécules pour intervenir à l'automne, ce qui fait que, de fait, on va forcément retrouver ces molécules-là dans l'eau, dans la mesure où on détecte de plus en plus facilement les choses, mais en diminuant la palette, on reconcentre les effets. Sur le dossier des phytosanitaires, la profession n'est pas en reste dans son travail. L'accompagnement qui est fait auprès des agriculteurs, que ce soit par les chambres d'agriculture ou par les organismes de distribution, accompagne pour mieux utiliser et moins utiliser. Un aspect évident de l'engagement de la profession pour travailler l'amélioration végétale réside dans ce qui a été mis en place par Arvalis, Institut du végétal, notamment aux Oeuvres-le-Marché, ce qu'on appelle l'association phénophile. Donc c'est un investissement de 8 millions d'euros qui permet de caractériser des variétés par rapport à du stress hydrique
et notamment pour s'adapter au changement climatique à terme. Donc c'est un très gros investissement qui permet de caractériser très rapidement, de séquencer des gènes afin d'orienter des critères de sélection. Donc la profession s'investit lourdement dans ces dossiers-là et c'en est un exemple réel. Oui. Sur l'ensemble de ce dossier, il me semble que la profession est pleinement consciente des enjeux. Et aujourd'hui, si la profession investit dans de tels outils, c'est bien pour répondre à une demande globale, tant de la société que de la profession, pour avancer sur ces domaines d'amélioration végétale.